Alors, le grand saut entre le rétro gaming et ce que j'aimerais vous présenter. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Hérault. Je suis responsable des publics et l'action culturelle au MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, dans cette image qui a fêté, il y a quelques années maintenant, ses 10 ans. Il a ouvert en 2004, et en 2005, pardon. Moi, je suis arrivée en 2004 en tant que responsable de l'action éducative et du jeune public, donc était confrontée très très rapidement à cette question des scénarios ludiques, des dispositifs de médiation, mais cette fois-ci dans un musée d'art contemporain avec des œuvres, des expos qui sont produits par les artistes et qui intègrent aussi des fois eux-mêmes leur propre médiation. En tout cas, bon, c'est des choses que vous connaissez bien. Donc j'ai été responsable de l'action éducative des jeunes publics et en 2010 responsable de l'équipe des publics et de la programmation culturelle. Donc à ce titre-là, je voulais vous faire part de réflexions en fait qui se développent au musée depuis son ouverture, mais encore plus fortement aujourd'hui sur cette notion de vulnérabilité, au regard d'expériences que nous avons co-construites et menées avec des personnes en situation de handicap, des personnes au corps assigné comme handicapés, et plus largement des corps assignés comme autres ou en tout cas non normés. Et de là, on peut ouvrir vraiment le champ. Ça m'intéressait quand j'ai reçu cette invitation, de parler des corps au musée. C'est quoi? Donc on peut jouer avec ces corps, on peut jouer avec l'espace du musée. Je vais vous montrer certains exemples de programmation où, par la danse notamment, beaucoup, on a interrogé le déplacement, la temporalité, la vitesse. On parlait tout à l'heure de vitesse de déplacement d'un corps dans un musée, mais également par la notion de vulnérabilité, parce que par définition, la vulnérabilité s'attache au vivant. Enfin, c'est ce qui peut être blessé, qui peut être abîmé, en tout cas, qui est un bien commun. Voilà, ça m'intéressait de partager cette idée de la vulnérabilité, non pas attribuée uniquement qu'aux personnes dites fragilisées, en situation de handicap. Donc là, dans nos métiers, on parle de champ social, accessibilité, de personnes qui ne maîtriseraient pas avec nous tous les potentiels et tous les codes de ce qui est montré et tous les usages du musée, en tout cas de notre offre culturelle à nous, musée. Et donc l'ouvrir plus largement à tous. C'est généralement ce qu'on fait quand on réfléchit à la question du handicap. Dans les musées, on sait très bien que ce qui vaut pour une personne aveugle ou une personne sourde va valoir pour tout le monde, le grand public potentiellement. Mais au-delà des techniques de médiation, parce que c'est pas ça que j'ai envie de vous apporter, mais plutôt une réflexion plus de fond sur ce qui sous-tend ce qu'on fait au MACVAL, de voir comment il peut aussi s'élargir à une j'ai pas envie de dire ce mot, mais bon, quelque part, à un questionnement sur l'institution, peut-être pas une critique institutionnelle, mais en tout cas, ce que l'institution musée, et je parle pas de l'école ou d'autres institutions, produit comme norme. Et par le jeu, par la danse, par le mouvement du corps, par l'expérimentation, on peut certainement pousser les limites des codes. Alors on a parlé tout à l'heure de s'allonger au musée, courir, jouer. Il est absolument autorisé au MACVAL de le faire. On a un musée d'art contemporain. C'est peut-être plus facile à certains moments, dans certaines expositions aussi, de le faire, quand certaines œuvres sont reproductibles, quand certaines œuvres ne sont pas fragiles, quand certaines œuvres sont immersives ou voire participatives ou interactives. Cependant, c'est au-delà de l'objet, c'est aussi une habitude que les visiteurs peut-être ont pris avec les lieux d'art contemporain d'y voir aussi de la performance, d'y voir aussi des corps en mouvement. Donc ça autorise aussi à se mettre soi-même en mouvement et à mettre son corps en jeu différemment. Et hier, j'avais des étudiants à l'école du Louvre au musée qui me disaient « Mais pour nous, c'est facile, on s'assoit par terre, il n'y a pas de problème, c'est facile. » Ben oui, mais eux, les étudiants de l'école du Louvre, tous les jours, ils ont cours au Louvre et tous les jours, ils s'assoient par terre pour prendre des notes. Donc, ils ont une familiarité avec un musée, avec un lieu. Et pour eux, ça leur pose aucun problème de s'asseoir par terre.
le fait de s'asseoir par terre n'est pas un signe de méconnaissance du lieu, au contraire, c'est un signe de connaissance du lieu, de familiarité. Et donc, c'est un présupposé qu'on dirait, les ados, les jeunes qui connaissent pas, allez-y, asseyez-vous par terre comme vous asseyez sur le parvis du musée à l'heure du déjeuner ou dans le jardin. Mais non, ils le font pas, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un code qu'ils ne connaissent pas et qui est décalé. Je disais ça parce que ça m'a surpris, effectivement, j'y avais pas pensé. Que le fait de s'asseoir par terre est un signe de distinction, en fait, et de maîtrise des codes du musée, et de s'allonger par terre est une chose très difficile. Les petits enfants le font beaucoup plus facilement. Donc partant aussi de ces corps un petit peu différents des corps normés, on est tous ici à peu près, enfin je ne connais pas le détail de chacun heureusement, mais on tient tous sur des chaises à peu près droites depuis quelques heures, donc ça va. Mais essayons de sentir un petit peu la vulnérabilité, voilà, de nous sentir un petit peu concernés tous par cet état de vulnérabilité et de bien commun. C'est une longue introduction et je voulais juste peut-être en termes de termes et de mots, la vulnérabilité, on en parle beaucoup en ce moment, mais je la préfère largement en termes de fragilité. La fragilité est peut-être un peu trop, pour moi, ramenée au champ du politique ou de la précarité. Enfin, voilà, on est dans un champ lexical qui ramène peut-être à quelque chose de plus politico-social. Et la vulnérabilité, alors effectivement, peut être aussi ramenée à des questions de soins, et ça m'intéresse, au care, l'idée de prendre soin d'eux et prêter attention à. C'est des choses qu'on fait, on prête attention aux visiteurs, mais on l'a vu en préambule de votre intervention, c'est la question de la fatigue du corps. On a très peu pris en compte cette donnée-là comme un élément de la médiation, comme un élément politique, en fait, et pas que d'ergonomie, aussi d'ergonomie et de muséographie, mais vraiment quelque chose de politique. Quand vous entrez dans un musée, la première médiation, le premier message envoyé, c'est la disposition de l'accueil, la manière dont vous êtes accueillis, la manière dont on a parlé de bienveillance aussi. J'aime beaucoup ces mots qui viennent réactiver un tout petit peu la médiation, sans pour autant prendre ces mots comme acquis, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une valeur morale aussi et éthique. On ne fait pas des bonnes œuvres, on n'aime pas tout le monde, c'est pas vrai. Ça reste aussi dans le cadre d'un métier, ça reste aussi dans le cadre de codes et de missions aussi, qui sont celles d'une ouverture à tous. Donc c'est des mots à utiliser à bon escient et surtout avoir conscience de la manipulation que peuvent subir ces mots-là dans des registres plus éthiques ou en tout cas moralisateurs. Et j'ai mené il n'y a pas longtemps un colloque et un festival qui s'appelait Attention fragile. Voici les actes autour de cette question de la vulnérabilité. Vous allez dire il y a fragile dedans. Dans un travail avec la com m'a un peu imposé fragile. Et en même temps, j'aimais bien. C'est ce qui est écrit sur les caisses de transport. Des œuvres, par exemple, attention fragile, ne pas gerber, ne pas. Donc j'ai repris un petit peu ça, mais je voulais utiliser. C'était un festival qui a compris un colloque et des performances et des événements et des types de médiation qui essayaient de faire de la vulnérabilité un outil de travail et d'expérience pour travailler avec des gens et pour essayer de rendre visible des productions peut-être artistiques ou culturelles qui sont souvent minorisées au musée, qui ne sont pas forcément représentées ou représentatives. On n'est pas allé jusqu'à la question des droits culturels, je ne vais pas m'étaler là-dessus ce matin, mais en tout cas, essayer de voir en quoi certaines situations de corps anormalement ou normalement, je ne sais pas dans quel sens employer ça, déployés au musée en face des œuvres ou dans des dispositifs de médiation, aller bouleverser l'institution elle-même et offrir un espace de création. Voilà aussi. Et le point d'origine de ce travail a été une collaboration avec l'IVT, l'International Visual Theatre, qui a été créé par Emmanuel Laborie à Paris, qui est un théâtre formation pour des acteurs sourds autour de la LSF et qui développe beaucoup la mixité.
Leven Bescardès, qui est à droite, est acteur, artiste sourd, signeur, LSF. Et on a travaillé dès le début, à l'origine de la création du musée, et encore plus maintenant, à des visites à deux voix, des visites bilingues et non pas traduites. C'est-à-dire que la LSF, le conférencier LSF parle en LSF et le conférencier parle en français. Et au fur et à mesure, des jonctions se passent. Des compréhensions mutuelles des deux langues se passent, et les visiteurs et le groupe est mixte, constitué d'entendants et de sourds. L'IVT pratique cela dans ses pièces de théâtre qu'il développe, effectivement, pas toujours traduit. Et là, on est en face d'autre chose encore, on va plus loin, c'est le langage naturel du corps, que développe Leven Bescardès notamment à l'IVT, partant d'une sorte de proto-langage, avant la LSF, qui est vraiment un langage du corps. Et donc on a mené ensemble une réflexion autour de la créativité, autour de cette langue, autour de la LSF comme un espace de création et d'un autre type de discours sur l'œuvre, et autour de l'œuvre et avec l'œuvre. Je vais lire quelques mots de Leven Bescardès qui explique un petit peu ce qu'il fait avec ce langage gestuel naturel au musée. Alors, il dit « Il n'y avait pas de mots pour ça en français. Il s'agit de s'exprimer en utilisant le corps pour communiquer, pour dire quelque chose par geste. Les sourds et les entendants ont un rapport très différent à l'art. Donc, les guides du musée, entendants, à gauche, Irène, parlent, ils ont lu des textes très approfondis en langue française, ils ont entendu des commentaires. Ça passe par les mots. Nous, les sourds, nous avons la langue des signes, la LSF. C'est une langue visuelle. Mais j'aime que les sourds et les entendants se retrouvent ensemble. C'est pour cela que je mets de côté la LSF. Alors, comment faire entre deux langues? Nous ne parlons pas, tout se fait dans le silence, je n'enseigne pas, chacun trouve sa propre expression visuelle. Au musée, ce n'est pas moi qui guide, je travaille avec les médiateurs qui ne connaissent pas la langue des signes. Je ne leur enseigne pas la LSF, je regarde les gestes qu'ils font pour le public et je les guide. Si le public a des difficultés à comprendre, alors je les aide en entrant en interaction avec eux. Je ne prépare jamais, j'improvise, c'est du direct. Le temps de la visite, c'est la découverte, on voit les œuvres, puis on échange, on partage et puis on explique. Donc ça, c'est une interview qu'il a donnée avec Franca Travauto, qui est enseignante à l'École des Beaux-Arts de Marseille, et elle est coordinatrice du programme PISOUR et PILAB Création. À l'École des Beaux-Arts de Marseille, il y a un laboratoire, un organe qui accueille des étudiants sourds qui suivent la même pédagogie que les autres étudiants, sauf que le ministère de la Culture dédie un budget pour avoir des traducteurs, LSF, des interprètes, LSF, pour leur permettre de suivre une scolarité. Et il y a un groupe de travail qui s'appelle PILAB, qui mène des workshops avec des étudiants qui parlent la LSF et qui parlent d'autres langues aussi. Donc ça intéresse aussi des étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française et qui trouvent d'autres manières de communiquer. Et une fois par an, un workshop avec un artiste est organisé. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire. Et ce workshop est restitué au McVal. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment on pouvait, entre deux langues, créer un langage qui passe notamment, pas que par les mots, mais aussi par le corps au musée. Donc, d'une problématique qui était liée à l'ouverture du musée à comment faire pour être le plus accessible possible et offrir une médiation auprès des publics en situation de handicap, donc sourds, on est arrivé jusqu'à participer et travailler dans un laboratoire de création au musée qui interroge nos propres limites aussi en tant que guide et de médiateur. C'est clair tout ce que je voulais vous montrer. Je le montrerai après. On viendra, il y a des images un peu plus loin, du dernier workshop qu'on a réalisé avec Violaine Lochu, performeuse. Et avec l'IVT, on a mené une performance. Ils deviennent aussi des partenaires artistiques d'Esther Ferrer qui s'appelle « Je vais vous raconter ma vie », où là on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le 7 et 8 derrière, 8 sourds. Enfin, il y en a un qui n'est pas sourd. En orange, c'est Luc Pelletier qui est référent accessibilité au McVal, mais qui parle la langue des signes, qui racontent leur vie en langue des signes. Ils sont rejoints par des étudiants. Là, c'est l'étudiant École des Beaux-Arts de Cergy. Et ensemble, ils activent la performance d'Esther Ferrer. Donc là, on est vraiment... Ce ne sont plus des publics à qui on s'adresse pour transmettre le bon savoir
sur l'art contemporain, mais ils deviennent vraiment des co-auteurs avec nous et des interprètes de la performance. Ce ne sont pas forcément des acteurs professionnels, des performeurs, c'est des gens qui suivent des cours, qui perfectionnent leur langue LSF à l'IVT. Donc le projet Attention fragile dont je voulais vous parler s'est nourri de cette expérience-là et on l'a vraiment construit au début avec Leven Mescardes et une autre approche que celle du bilinguisme et de la langue naturelle du corps, pour moi, a été les Disability Studies. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça a été une découverte avec Sarah Eusarf, qui est conférencière, qui a été stagiaire au McVal il y a très longtemps, et qui a développé tout un travail curatorial autour de ces Disability Studies. Et je la cite, tout en participant à la déconstruction des représentations péjoratives de la vulnérabilité et plus précisément du handicap et de la maladie, comment rendre visibles les expressions culturelles handicapées, émancipées au sein des espaces sociaux et muséaux. Comment favoriser et généraliser la notion du care, celle de prendre soin d'eux socialement et artistiquement au sein de sociétés capitalistes où les corps doivent performer, sinon se retrouver à la marge. Je vous invite à regarder Sarah Eusarf, c'est Heu2SA2F. Et Sarah Eusarf a travaillé et travaille avec des artistes handicapés qui théorisent et réfléchissent sur cette question de l'assignation de leur propre corps et des récits qui sont faits de leur corps. C'est Béatrice, j'allais dire Paul Preciado, qui récemment, là, France Inter, elle vient de sortir un livre, parle beaucoup que le corps est une archive, donc une archive des représentations que les autres se font de nos corps. Et on parle d'imaginaire, des corps imaginés, des corps socialement pensés par d'autres. Sarah s'intéresse beaucoup à ça, et on trouve beaucoup d'artistes dans le monde au Canada et aux États-Unis qui ont vraiment un peu poussé un peu plus loin cette idée-là. Dans le livre qu'on a publié, on a traduit 3 textes inédits en français d'artistes, performeurs et théoriciens sur ces questions-là, qui croisent des problématiques de genre, féministes, transgenres, en tout cas qui vont jusqu'au bout de ces questions d'assignation. Et pour moi, ça résonne très simplement aussi à la catégorisation qu'on fait des publics dans les musées. Vous êtes étudiants, majoritairement féminins, peu racisés. Alors, on va proposer un programme de médiation pour vous, par exemple. Donc, comment on peut essayer d'aller encore un peu plus loin dans ces catégorisations et pour travailler les choses un peu plus finement et poétiquement. Et là, on a derrière moi Noémie Olombard. Son nom d'artiste, c'est No Anger. Elle est chercheuse. Elle écrit une thèse sur le néoporn activisme des Femen, notamment à Lyon. Elle est polyhandicapée, maladie dégénérative. Elle parle avec un écran d'ordinateur, avec son appareil ou son téléphone. Elle a fait Cagne, Hippocagne. Elle parle je ne sais pas combien de langues. Et elle a décidé, je l'ai invitée à venir parler de ces questions-là, parce que c'est aussi dans le colloque. Elle a proposé une performance qui s'appelle Quasimodo au miroir. Et donc on la voit. Elle a enregistré des bandes-sons qui passent, qui viennent commenter. Donc on est dans une esthétique qui est assez proche de la non-fiction aujourd'hui, où elle mélange propos théoriques, propos autobiographiques et gestes artistiques. Vous voyez ce que c'est que la non-fiction ? Voilà, c'est comment prendre sa propre vie comme un support aussi théorique et de problématisation aussi de l'idée. Elle développe vraiment ça dans sa recherche, et donc elle se met en scène en tant que danseuse sur le plateau. Et là, le personnage qu'elle a façonné avec ses pieds, parce qu'elle ne peut pas utiliser ses mains, c'est une sorte de géant, de Quasimodo, qui vient parler pour elle. Donc une sorte d'objet transitionnel. Elle utilise l'ordinateur pour, tout simplement, les Mac, pour tordre son image et pour aller encore plus loin, pour reprendre la maîtrise de l'image de son corps, en fait, et pour continuer à déformer. Elle rejoue une scène de 8 femmes où Fanny Ardant met ses bas et les jette comme ça, donc dans une image très érotisée de la femme. Et à la fin,
prouesse que toute l'Assemblée applaudit, parce qu'il y a une sorte d'empathie incroyable. Elle se met debout avec une musique We Are the Champion derrière. Donc il y a beaucoup d'autodérision. Elle nous pousse à aller à sourire face au handicap aussi, et à exagérer la compassion qu'on pourrait avoir où on dit courage, allez, c'est dur, vous devez avoir mal, etc. Elle renverse à chaque fois ces questions-là. Et là, je vous montre des exemples d'artistes et pas forcément de médiation volontairement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'au Macval, moi, je suis en charge de la médiation et de la programmation culturelle, c'est-à-dire aussi la programmation artistique des événements. Et tout se mélange tout le temps. La médiation, les expérimentations qu'on mêle avec les enfants, avec les adultes, avec les publics, ils sont faits avec les artistes. Parce qu'on a un musée d'art contemporain, on a la chance de les avoir. Donc il y a une imbrication comme ça. Donc je vous montre des projets d'artistes, mais qui ont insufflé. On accueille énormément de personnes en situation de handicap physique, polyhandicapées au musée, aussi parce que c'est un espace, pour ceux qui l'ont déjà visité, qui est aussi très très accessible à tous les niveaux. On a des rampes, des ascenseurs, etc. Ah oui, et je voulais vous faire écouter. Alors, c'est là où c'est technique. Il faut que je revienne. Tac. Tac. C'est la conclusion de Noémie. Est-ce qu'il y a du son? Je ne sais pas s'il va arriver le son. Non, il n'y a pas de son. À rien. Vous avez coupé le son. Je vais couper le son, moi. Je suis désolée. Donc, je vais vous dire le tout début du texte qui est publié ici. Bah non, moi, quand j'ai mal, je ne danse pas. Quand j'ai mal, je prends du Doliprane. Ai-je un jour répondu lors d'une discussion où l'on supposait que je souffrais physiquement lors de mes performances de danse. J'ai un corps socialement considéré comme handicapé, assigné à tout un imaginaire d'une chair douloureuse et d'une existence souffreteuse. Mon corps danse parfois, et dans sa danse, il est enthousiasme et plaisir. Mais l'œil du spectateur, spectatrice, ne peut se départir de cette fiction d'un corps souffrant et assigne cette narration à la danse de mon corps. Pourtant, être martyr pour l'art, très peu pour moi. Cette vision infiniment romantique du corps souffrant, de l'artiste qui transcende sa condition pour atteindre un certain idéal, agit comme un trompe-l'œil et dissimule mon corps derrière une image construite de toutes pièces. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans et qui peuvent nous faire réfléchir sur la manière dont on voit les corps se déplacer dans l'espace, tout simplement. Et au-delà, on l'entendra un peu plus tard. Je finirai par, si on arrive à voir le son. On va y arriver. On va pas y arriver? Si, on va y arriver. Bon, super. Et là, alors tout à l'heure vous avez vu une image, c'était une autre jeune femme, danseuse, chorégraphe, qui s'appelle Lila De Rich, qui est en fauteuil, dont le handicap est limité aux jambes, à la mobilité physique. Elle était architecte. Elle est toujours architecte, mais elle a un peu arrêté. Professeure à l'école d'archi de Paris-Belleville. Et elle enseignait notamment la question de l'accessibilité dans l'architecture. Et elle a voulu, un peu comme Noémie Nohanger aussi, expérimenter aussi physiquement cette donnée-là avec son fauteuil dans des espaces, et notamment dans des musées, où se posait la question de la patrimonialisation de son corps. C'est-à-dire comment son corps, anormé, en fauteuil, pouvait trouver un espace de représentation en tant que danseuse, et non pas en tant que typologisé corps imaginé souffrant dans un musée, parce que l'institution musée est le lieu de la typologisation, de la catégorisation et de la patrimonialisation. Donc quand elle vient performer, volontairement, elle est un peu plus directe, un peu plus littérale peut-être que Noémie, parce que moins chercheuse, moins théoricienne, mais elle joue d'affect, elle joue vraiment autour elle travaille vraiment les affects et les représentations du visiteur, et aussi de ce que ça fait à l'institution d'accueillir une personne comme elle dans le musée. On doit mettre en œuvre des conditions d'accessibilité, d'hospitalité, de bienveillance, qui sont liées tout simplement aussi à son déplacement. Et elle ne fait aucune concession, d'ailleurs très très chiante des fois.
Parce que c'est quelqu'un qui est sur le militantisme également. Et elle est d'une double culture, elle est marocaine, franco-marocaine, femme. Donc en plus, elle travaille beaucoup aussi sur ces questions-là. Donc là, elle a mené un spectacle qui s'appelait Une bouche, dans lequel elle mettait vraiment son corps en scène avec des effets de lumière touchant à la monstruosité, en fait, travaillant la monstruosité. Comment ? 10 minutes. Alors, oui, on va pouvoir lancer là. On m'a invité à venir parler. Alors, le son que vous allez entendre, c'est la conclusion de Noémie. Comme après une performance ou après une conférence, quelqu'un viendrait répondre à des questions. Elle a proposé une conclusion pour le public. Bon, c'est pas grave. Parce qu'on peut l'avoir sur le haut-parleur de l'ordinateur, mais c'est fort. Alors, je vais vous demander de prêter attention, silence. Lorsqu'on m'a invité à venir parler devant vous, Vous entendez ? pour faire une conférence tirée de ma thèse qui est en cours de rédaction. Mais diverses raisons m'ont poussé plutôt à élaborer cette performance. La principale est que j'aime bien expérimenter d'autres façons de diffuser les savoirs qui diffèrent de la conférence académique ou de l'article universitaire. C'est cette expérimentation que l'invitation du McVal m'a permis de faire. Que le musée en soit remercié, et en particulier Stéphanie Hérault. La performance que vous venez de voir est donc directement inspirée des thèmes traités dans ma thèse. Le regard sur les corps est structuré selon les imaginaires dominants que reproduisent et alimentent des productions culturelles comme les romans, les chansons et les films. Par exemple, le corps féminin est vu et imaginé comme naturellement sexualisé. Cette performance traite du thème du monstrueux qui va être assigné au corps handicapé. Cet imaginaire, construit sur les corps socialement considérés comme autres et minorisés, fournit souvent des contre-modèles auxquels le regard et les corps réels doivent se conformer ou non. Ce sont ces contre-modèles, ces images négatives de corps que j'appelle les corps repoussoirs. Ces corps repoussoirs permettent une sorte de mise en ordre parmi les corps réels, car, de même qu'il y a des fictions de corps qui disent ce que doivent être les corps repoussoirs prescrivent ce que ne doivent pas être les corps et les façons dont ils ne doivent pas se montrer. Cette performance montre comment la figure de Quasimodo m'a appris à me croire un corps repoussoir, ce qui a fait naître des vulnérabilités en moi. Elle montre aussi comment je me suis réapproprié la narration de mon corps, comment j'ai réinventé mon corps dans et en dehors des fictions de corps dominants. Au fond, un corps est-il vulnérable en soi? N'est-ce pas ce qu'on en dit, ce qu'on raconte de lui, qui crée sa vulnérabilité? Ça a fait un effet au milieu du colloque qui était assez... Merci beaucoup, je suis sortie. Et donc elle a écrit en direct, enfin elle a préparé, elle a poursuivi et elle a répondu en direct aux questions avec l'ordinateur. Étant donné que je dois conclure et que j'avais prévu beaucoup trop large, je veux juste... je vais passer un petit peu vite. J'avais envie de partager aussi avec vous une idée, c'est l'image du musée comme safe space. Vous voyez ce que c'est, le safe space ? Plus ou moins. Les safe space, ce sont des espaces, littéralement, c'est espaces sécurisés, espaces sûrs, qui sont historiquement liés au mouvement LGBT féministe dans les années 60-70. Donc ce sont des lieux où on peut parler sans peur, entre soi, pour pouvoir débattre de son expérience et pour pouvoir se construire et une sorte de mécanisme d'empuissancement comme ça, pour sortir à l'extérieur fort de ce débat, de cette réflexion entre femmes, entre personnes partageant la même problématique de violence, en tout cas de rapport à la violence imposée par les autres. Et je me suis posé la question si le musée pouvait, à ce titre-là, être un safe space. On parle d'espace démocratique, d'espace citoyen, grand public, d'un endroit où tout le monde doit pouvoir trouver sa place, etc. C'est une problématique qui est assez intéressante, et notamment dans un lieu comme par exemple un lieu d'art contemporain, où on a des œuvres qui peuvent être clivantes, où on peut avoir des problématiques qui peuvent provoquer des débats, des tensions. À quel moment, à quel endroit on peut ménager des temps où le musée serait
un safe space pour pouvoir expérimenter cet empuissancement, en tout cas. Empowerment. Il y a plusieurs définitions en français, mais et que, en ayant conscience que dans le musée, un peu comme dans un safe space finalement, les visiteurs se constituent des fois en groupe, ou sont déjà constitués en groupe, mais quand ils se constituent en groupe, peuvent constituer ce groupe dans lequel la parole va pouvoir exister en toute sécurité, entre guillemets. Et à la sortie du musée, il se rééclate. Le groupe redisparaît. Cette communauté éphémère redisparaît en s'éclatant en autant d'individus qui sont reconfrontés de nouveau à des problématiques, on va dire, de l'environnement immédiat. J'aime bien imaginer ces différentes temporalités et assumer le fait que le musée peut être aussi une bulle, un espace où se fabriquent des choses. Mais pas une bulle en dehors du monde, une bulle qui nous protégerait du monde, mais une bulle qui l'interrogerait en fait avec des outils qui sont ceux des groupes de parole féministes par exemple, ou sont voilà. L'idée du groupe de parole m'intéresse beaucoup. Et ça c'est aussi porté par ces notions de care et de soin, il me semble. Je vous passe des images. Bon, là, c'est Paul Py, qui est une danseuse qui est en cours de transition, donc qui a travaillé sur le mythe de Galatée, qui s'appelle Galatée MeToo. Elle est restée sur le MeToo et elle a performé dans le musée. Performé dans le musée en exposant son corps en transformation. Je passe rapidement. Là, c'est les images de la performance de Violaine Lochu, performeuse avec les étudiants de l'école de Marseille. Donc là, au centre, on a une étudiante sourde qui, pendant que Violaine Lochu à gauche performe et chante, bat une mesure qui va donner un rythme pour une partition de danse, pour une partition de mouvement aux autres. Bon. Et peut-être terminer là-dessus sur le confort et l'état de corps au musée. Nous faisons partie d'un programme qui s'appelle Dancing Museums, qui est un programme européen qui réunit cette année 8 musées autour de comment la danse, la chorégraphie, qu'est-ce que la danse fait au musée, qu'est-ce que le musée fait à la danse, et notamment qu'est-ce que ça fait au public, et le corps et le geste de la danse, qu'est-ce qu'il apporte dans des dispositifs nouveaux. Alors on n'est plus dans des dispositifs numériques de médiation, mais vraiment des dispositifs physiques à deux corps, pour voir éventuellement les œuvres et dans quelles conditions les voit-on. Donc là on est dans des expériences un petit peu plus, voilà, presque spectaculaires, mais le public s'y prête. Donc là on est à la National Gallery, qui est un des musées à l'époque européens, enfin encore européens, qui faisait partie du programme. Donc un des danseurs, là c'était un danseur italien, proposait des moments de détente, de massage, et d'être le transat en fait, pour s'allonger, pour regarder les œuvres. Alors là c'est dans une salle où il y a peu de fréquentation, devant les turners, c'était un tout petit peu plus compliqué. Mais justement la notion du flux, ça arrête le temps aussi. Oui. Juste une question, donc là les personnes qui sont là, ce sont des visiteurs. Ce sont des visiteurs. Les deux rôles sont joués. Oui, et il y a des complices pour inviter les visiteurs à passer le cap de l'appréhension de se livrer à un autre corps. Là, c'est un vrai visiteur. Et les complices invitent en disant « Allez-y, c'est super, tester l'expérience. » Donc on est dans le ludique au début. Les gens se disent « Ah, c'est drôle, il a fait ça. » Et après, il y a la verbalisation. Il y avait des personnes qui étaient là pour poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu sous forme d'enquête aussi, pour savoir effectivement, au-delà du jeu, au-delà de l'expérience, comment on pouvait verbaliser les choses. Tatiana Julien, qui est la chorégraphe française, a exploré aussi cette idée donc là, du corps comme support. Et là, la personne devait se lâcher. Alors ça, c'est l'exercice de confiance un peu classique. Hop, se lâcher. Et puis Tatiana était là derrière. Elle est danseuse, elle sait comment réceptionner encore. Donc vous voyez, le regard des visiteurs est forcément, surtout dans un lieu aussi touristique que la National Gallery. Et ici, c'est un petit peu différent. On est dans... Alors, j'ai le corps au pousseur, mais il n'a pas du tout le même sens que Noémie Lombard. C'est les forces qui s'affrontent. Là, c'est trouver un équilibre dans l'opposition de deux corps. Donc le danseur va essayer à droite, là, Dante, va essayer à chaque fois de trouver les forces imposées par le visiteur, par l'autre, pour essayer de trouver un équilibre.
comme ça. Et tout ça, c'est pas. Et le dernier expérience, qui est le mobilier humain. Donc, on proposait aux visiteurs de venir s'allonger. Et là, c'était devant les turners. Donc, le mobilier humain se déplaçait devant les turners, très très lentement, pour essayer de voir cette dimension de paysage. Il y a un double objectif qui est celui de transmettre des enjeux liés à la danse contemporaine, et puis d'essayer de voir comment on peut regarder autrement les œuvres. C'est pas du savoir sur les œuvres, c'est essayer de comprendre l'expérience qu'on a vécue à ce moment-là. Et encore une fois, d'arrêter et de ralentir le flux dans un musée comme ici. Alors il y a un petit Vimeo, mais là on n'a plus le temps, mais vous pouvez aller sur le Vimeo du Magval, il y a plein de vidéos en ligne, et notamment toutes les vidéos qui ont été réalisées au musée, où là le musée s'est transformé pendant 2 semaines en cité éphémère de la danse avec des expériences, notamment ici une danseuse praticienne du Chatsu qui proposait des massages Chatsu aux visiteurs, un par un, qui devaient s'inscrire au milieu des œuvres. Donc là, c'est au milieu d'une œuvre d'un artiste coréen qui s'appelle Kung Ho-chun, qui mettait en scène des adolescents, des jeunes, dans des poses de portée. On a refait l'human furniture au musée, et puis il y avait aussi des complices. Les complices étaient réinvités à venir travailler, des complices qui devenaient aussi passeurs. Et on avait travaillé avec des groupes d'enfants qui devenaient, eux, ils devaient dessiner le corps en mouvement au musée. Bon, ça, c'est du classique, mais ça prête quand même attention à des choses qui sont aussi derrière. Et après, ça devenait un exercice introductif à leur visite au musée pour être dans des postures d'observation active, d'écoute active, etc., de reformulation par le dessin. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurai encore plein de choses à vous raconter. Et dernière chose, pardon. Faire usage du musée autrement. Là, on n'est pas sur la danse, on n'est pas sur des dispositifs plutôt que collectifs. Dans l'exposition François Morellet, on a organisé des pique-niques. François Morellet disait le commentaire dans le texte, il disait mes commentaires, c'est un de ses ouvrages, il disait le commentaire sur une œuvre, c'est comme un pique-nique. Chacun apporte ce qu'il a envie de manger. Donc on a pris à la lettre cette idée-là, on a fait des pique-niques théoriques, bon, au final, parce qu'on a invité des gens à venir parler, au final, tout le monde mangeait dans la salle du musée. Le commissaire avait autorisé cette pratique-là. Ça, c'est Gaël Chouane qui a fait un monument au vivant. Ce monument au vivant consistait en installer une nappe réalisée par des étudiantes de Grenoble pour interroger les pratiques d'hospitalité au musée, et on offrait du thé à l'hibiscus à chaque visiteur qui venait, qui était invité à s'asseoir avant ou après la visite pour débriefer sur sa visite. Pas du tout sur le mode de l'enquête, mais sur le mode de l'hospitalité. Donc ça, c'est des choses qu'on a repris, qu'on reprend régulièrement. On sort la nappe, on pose les coussins, et c'est pas du tout systématique. Et ça, chaque année, on termine l'année par un pique-nique des voisins, mais qui ont en fait le moment pour les voisins, pour les associations, pour toutes les personnes à qui on a travaillé, de partager ensemble un temps dans le jardin du musée, et que chacun puisse valoriser ce qu'il a appris sous des formes diverses. Ils réalisent des visites pour les autres, des spectacles, ils diffusent des éditions, ils refont des cartels des œuvres. En tout cas, on explore comment ils se sont appropriés tout le long de l'année le musée, non pas sur des restitutions dans des vitrines ou dans des projections, mais par leur prise en charge de leur vision du musée pour les autres. Je ne sais pas si je suis... En tout cas, une délégation, voilà. Et on offre, bien sûr, toujours, là c'est du café.